et bienvenue dans mon podcast. Après avoir parlé de mon voyage en Amérique latine sur ma chaîne YouTube, j'ai souhaité mettre à l'honneur des francophones qui vivent ou ont vécu dans les villes que j'ai visitées. J'espère que leurs parcours vous inspireront au quotidien et vous permettront de vous lancer à votre tour. Retrouvez-moi très vite sur le blog et la chaîne YouTube ou sur mon compte Instagram Rencontrons le Monde. Aujourd'hui, nous continuons notre conversation avec Valérie, la gérante du restaurant Montmartre à Carthagène des Indes, la première ville de mon voyage. Après avoir clôturé cette belle partie sur ton aventure entrepreneuriale, ton restaurant à Carthagène des Indes et un petit peu ton parcours, si tu es d'accord, on va passer à la partie de la visite de Carthagène des Indes. Pour commencer, est-ce que tu as des bons plans, des conseils à donner pour une personne qui souhaiterait venir visiter donc la ville hors des sentiers battus? Je pense que la ville emmuraillée, c'est la chose principale, qui ne peut pas manquer. Juste déambuler dans les rues, c'est toute une expérience. La partie de Getsemani aussi, qui est la partie un petit peu plus populaire, avec tout le street art, donc les muraux. Ça, c'est très très intéressant. Il y a beaucoup de tours qui sont organisés partie de la ville. Quand tu dis des tours, ce sont des free walking tours, des visites privées, d'accord. Il y a les deux, free walking tours, et puis on va dire des guides plus officiels. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais tu peux soit prendre un tour privé, tu payes, soit un free walking tour. Quelque chose qui est intéressant aussi, c'est le marché de Basurto. D'accord. C'est une expérience. C'est odorant, c'est coloré. Oui. Faut pas y aller un jour de pluie. En ce moment, on a beaucoup de pluie là. Ça peut être n'importe quand, mais un jour de pluie, faut éviter parce que voilà, c'est pas forcément pavé, donc c'est un peu la terre, donc c'est un peu de la bouillasse, il commence à pleuvoir. C'est par un gis, clairement par un gis. Voilà, il ne faut pas être exigeant en termes d'hygiène, surtout sur la partie poisson et viande. Sur les fruits et légumes, globalement, ça va. Hein. Mm-hmm. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment les Carthaginois. C'est toute cette population dont je parlais tout à l'heure, un peu oubliée, qui font tourner la ville. Parce que sans eux, il n'y a pas de fournisseurs de fruits et légumes. Tu vois. Oui. Donc, c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là. En termes historiques, un peu le château dont tu as parlé un peu dans ta vidéo. Le château San Felipe. Ouais. Il y a d'autres parties des fortifications, notamment sur l'île de Tierra Bomba. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y aller. C'est une île qui est en face de Boca Grande, Castillo Grande. Avec les îles du Rosaire. Ah non, c'est beaucoup moins loin. C'est 10 minutes, même pas en bateau. D'accord, donc non, je n'ai pas eu l'occasion d'y aller, effectivement. Bon, personnellement aussi, j'avais monté... pareil, c'est en stand-by, hein, mais j'avais monté depuis quelques années un autre business qui s'appelle Bomba Bike. D'accord. C'est des tours en VTT sur l'île de Tierra Bomba, et donc on visite le château San Fernando qui est de l'autre côté de l'île. Puis on fait du VTT dans la nature, donc c'est un peu cool. C'est une manière différente de voir une autre Carthagène aussi. Tout à fait. C'est une île un peu pauvre, hein, mais qui est très vivante. L'idée me semble vraiment intéressante, surtout pour un touriste qui souhaite visiter Tierra Bomba. Mais pourquoi est-ce que tu as souhaité le mettre en stand-by? Est-ce que tu penses le reprendre après? En stand-by parce qu'il n'y a pas de touristes, hein, simplement. Ah oui, tout à fait. À cause de la crise, en fait. C'est juste ça. Il n'y a pas de touristes. Et voilà, puis bon, sur les gens qui vivent ici, voilà, on peut pas sortir, donc tu peux pas faire une excursion sur l'île. C'est pas du tout que je veux pas continuer l'activité, c'est juste que en ce moment on peut pas. Non, tout à fait. Là, je comprends mieux. Je savais pas qu'en fait tu l'avais lancé avant le confinement et que tu avais décidé de le mettre en stand-by à cause du confinement. Non, je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram, sur bombabike.cartagena. BOMBABIKE, tout attaché. D'accord. Pour l'Instagram. .cartagena. D'ailleurs, il y a plus de photos et de vidéos sur Facebook que sur Instagram. Et comment on peut se rendre Il faut y aller en bateau. En bateau, donc on va directement sur le port touristique et on demande... Non, ça c'est des petits bateaux qui sortent de Boca Grande. C'est des petites lanchas qui traversent. Vraiment, on voit l'île. Hein. Tu peux pas y aller à nage, mais bon, c'est pas très loin. Et dans ce cas-là, il faut demander à des locaux si jamais ils peuvent nous amener là-bas ou ça se passe comment?
En fait, tu as l'endroit où il y a toutes les lanchas qui sont, tu vas et puis tu payes le passage, quoi, le passage de la lancha. Ça coûte, alors, voilà, c'est à nouveau ce que les populations ici ne comprennent pas forcément toujours. Les tarifs fluctuent en fonction de si touristes ou pas. Ok. Donc ça, c'est comme le taxi, hein. Oui. Il n'y a pas de taxi. Tout à fait. D'ailleurs, j'en parle dans une vidéo. D'ailleurs, j'étais assez surprise. T'as payé en dollars ou t'as payé les 15 000 pesos de la course? Alors non, j'ai payé en pesos, mais il m'avait demandé de payer en dollars. Donc moi aussi j'étais très surprise. Et finalement, donc on a réussi à payer en pesos parce que on lui a fait comprendre que ce n'était pas ce qui nous avait été indiqué au début de la course. Mais je pense que bon, il a vu qu'on était des touristes, hein, effectivement. Et je pense qu'il a essayé un petit peu de nous prendre un peu plus que ce qu'il nous avait demandé à l'origine, en fait. Et vous avez fini par payer combien alors? Si je me trompe pas, on a fini par payer 15 000 pesos. Donc ça bon, c'est le prix de la course. Voilà, exactement. Donc ça fait environ 3-4 euros, il me semble. C'est ce que ça vaut. Et ils ont des tables tarifaires, hein, sauf que, évidemment, quand tu es un touriste, tu sais pas qu'elle existe. Tout à fait. Parfois, ils ne l'affichent pas. Donc, ils Bien l'ont sûr. rangé quelque part. Ou parfois, ils l'ont pas du tout. Hein. Et ils essayent. Mais même quand tu vis ici, hein, les prix varient. S'il a plu, alors ils prennent plus. C'est un peu le problème. Alors, je dis pas que tous le font. Il y a encore des gens bien. Mais il y en a beaucoup qui, en fait, sont plus intéressés par ce qu'ils vont pouvoir gagner aujourd'hui sans se préoccuper de l'impact négatif et à plus long terme que cela a. Si par exemple je reviens à Carthagène des Indes, je peux être en mesure de lui demander sa grille tarifaire. Ouais, bien sûr. Et n'hésite pas à dire on appelle la police pour voir quoi. D'accord. Là, il se calme d'un coup et puis il te facture le bon prix. Et c'est un taxi que j'ai pris, alors ce n'était pas en sortant de l'aéroport, c'était vraiment un taxi dans la rue. Ah, c'était dans la rue. D'accord. Dans la rue, moi, ce que je fais, et je fais encore, quand j'ai besoin de prendre un taxi, je définis le prix, je dis je veux aller là. Voilà. D'accord. Et je définis le prix avant de monter dans le taxi. Quand tu arrives de l'aéroport, comme tu le dis, tu vas à un petit kiosque et il te donne un ticket et le prix est noté sur le ticket. Tout à fait. Et c'est des taxis officiels de l'aéroport. Comme ça, tu es sûr du prix et il n'y aura pas de souci. C'est toujours plus recommandé de prendre un taxi où le prix a été défini en amont, et notamment si c'est avec le kiosque, le guichet de l'aéroport. D'accord, très bien. Et en dehors des quartiers touristiques, donc du centre historique, le quartier de Getsemani, le quartier de Boca Grande dont tu nous as parlé tout à l'heure, est-ce qu'il y a un quartier que tu conseilles et pourquoi? Donc effectivement, tu nous as parlé du marché, mais est-ce qu'il y a un autre quartier que tu nous conseilles ou le quartier du marché peut-être? Non, le quartier du marché, il n'y a pas grand-chose à y faire à part aller au marché et faire cette expérience du marché. Non, le reste... il n'y a pas forcément un autre quartier comme ça où il y a beaucoup de choses à faire. Je peux dire les quartiers un peu à éviter. Pour le coup, Boca Grande, moi je vis là-bas, il n'y a rien à visiter en fait dans Boca Grande. Tu peux y rester pour loger, par exemple. Oui. Mais tout ce qu'il y a à faire, c'est dans le centre et dans Getsemani. Il y a le quartier de la Boquilla. De la Boquilla, d'accord. Un peu d'histoire et ça c'est cool. Il y a le musée de l'Inquisition, par exemple, qui est assez intéressant. Mais c'est plus déambuler dans les rues. Apprendre un petit peu l'aspect historique, aller à la plage, principalement dans les îles. Je ne conseille pas du tout les plages de Boca Grande, elles n'ont pas trop d'intérêt, l'eau n'est pas top, il vaut mieux aller dans les îles. Donc dans quelles îles? Les îles du Rosaire, c'est plutôt sympa. Tierra Bomba du côté de Boca Chica, donc du côté opposé à Boca Grande. Il y a des petites plages, des beach houses assez sympas. D'accord. C'est moins loin que les îles du Rosaire, ça se mérite là. Et sinon, il y a aussi Playa Blanca, mais Playa Blanca, il faut voir à quel moment tu vas. Un week-end, par exemple, c'est pas une bonne idée parce que c'est blindé. Il y a beaucoup de vendeurs. C'est un peu comme à Boca Grande où tu te fais harceler toutes les 3 minutes par un vendeur de plage, quoi. Et pour les personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient aller, par exemple, voir les mangroves, donc à la Boquilla, comment ils peuvent s'y prendre? Il y a des tours un peu spécialisés. Je suppose que sur Google, ils peuvent trouver toute l'information. J'ai pas le contact. Des agences comme par exemple Cartagena Connections
qui propose ces tours, notamment celui du marché et celui de la mangrove, je crois aussi. Voilà. D'accord, donc on mettra ce lien donc, dans la description si jamais il y a des personnes qui sont intéressées par aller voir les mangroves, parce qu'effectivement, moi par exemple, quand je suis venue à Carthagène, je ne savais pas du tout que ça existait. Sinon, qu'est-ce que tu as pensé de ma vidéo? Est-ce que le parcours te semble bien pour 2 jours? Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment des incontournables dont je n'ai pas parlé et qui mériteraient d'être visités? À part les choses que je viens de mentionner là, Oui. en plus, non, c'est à peu près tout. Si vous avez les moyens, prenez un hôtel avec une petite piscine, c'est chouette, c'est toujours très chaud. Voilà. D'accord. Et il y a une période que tu privilégierais plus qu'une autre? Je dirais en février, parce que la période de décembre, janvier, elle est en général extrêmement chargée, parce que c'est la haute saison ici. Oui. C'est les vacances, les fêtes de fin d'année, donc qui ont les moyens viennent en vacances à Carthagène, et la ville est bondée, et les prix montent. D'accord. C'est pas très logique, mais voilà. Mais à partir de février, ça commence à redescendre un peu en termes d'affluence, et le climat est plutôt chouette. Pareil, octobre-novembre, c'est aussi une chouette période. Décembre-janvier, c'est vraiment pour moi à éviter parce que c'est vraiment trop bondé. Puis le reste de l'année, oui. Moi, je dirais tout sauf décembre-janvier, qui est vraiment la période où il y a trop de monde dans la ville, selon moi. Puis principalement, ouais, c'est ces mois-là où le climat est un petit peu plus clément. Parce que sinon, il fait vraiment très chaud. Là, on va rentrer dans la période... là, en ce moment, on a un petit peu du mauvais temps, parce qu'il y a pas mal de pluie qui commence. Oui. Juillet-août, c'est la période oui. où il fait très chaud. En fait, il n'y a pas de saison en Colombie, comme on les connaît. Il n'y a pas les 4 saisons qu'on connaît, parce qu'on est dans les tropiques. Donc, en fait, ce qui va varier, c'est pas forcément la température, c'est plus le niveau de pluie et le vent. D'accord. Donc, février, on est dans la période où il y a entre décembre et mars, on est dans la période où il y a du vent, même jusqu'en avril. À partir de mai jusqu'en août, c'est plus la période où il va un peu pleuvoir. Ça peut tirer jusqu'en septembre, et ça va être un peu plus clément sur la fin d'année. Il faut aimer la chaleur et l'humidité. Donc, si les personnes viennent visiter Carthagène des Indes, donc il faut privilégier soit octobre-novembre, soit février alors. Ouais, février-mars, par là. Très bien. Ouais, comme je dis, c'est juste la période à éviter selon moi, c'est plus la période des fêtes de fin d'année, parce que là, c'est plein de tout le reste de l'année. C'est plus tranquille. C'est vraiment une ville, comme je te dis, comme Saint-Tropez, il n'y a pas 36 milliards de choses à faire, quoi. Oui. Mais c'est juste une ville où il est agréable de passer du temps, aller à la plage. La vie nocturne est très sympa aussi, quand il y a de la vie. Oui, tout à fait. Mais voilà, aller danser la salsa dans un bar, aller prendre des bons cocktails sur un rooftop. Justement, tu as quelque chose à nous conseiller, par exemple un rooftop ou pour danser la salsa? Oui, il y a plein de choses. Moi, je peux parler des business de mes amis. Par exemple, en rooftop, on a Townhouse, qui est très sympa. C'est un hôtel. Ils ont un petit club de jazz aussi au rez-de-chaussée. C'est pas très local, mais bon, quand tu es comme moi et que tu vis depuis longtemps, c'est des petits plaisirs que tu apprécies. T'as Alquimico, c'est un pote français à moi qui a ouvert ça il y a 4 ans maintenant, et c'est un très très chouette bar avec 3 niveaux et un rooftop très sympa où ils mettent de la musique tout le temps, tu peux danser, voilà, les cocktails sont excellents. Moi, ça c'est mes deux endroits, on va dire, de prédilection. Donc Altico et Townhouse. Alquimico, comme l'alchimie. Alquimico, d'accord. Et un autre rooftop que j'apprécie beaucoup, que à chaque fois que j'ai des gens qui viennent me rendre visite, je privilégie, c'est le Movich Hotel. C'est un hôtel, M-O-V-I-C-H, où il y a une terrasse très agréable pour voir le coucher de soleil. Et c'est un des rares hôtels avec Townhouse qui laisse l'entrée et l'accès possible pour des gens qui ne sont pas logés dans l'hôtel. Ah, intéressant. La plupart des autres hôtels ne permettent pas l'accès à des gens qui ne sont pas logés dans l'hôtel. Donc c'est un peu bête, mais voilà. Donc c'est une bonne adresse à retenir. Voilà, et sinon, pareil, je donne tous ces noms-là, mais est-ce que ce sera encore ouvert quand toute cette crise sera passée? Je ne sais pas. Oui, bien sûr. Crazy Salsa, pour aller danser la salsa, c'est vraiment chouette.
D'accord. Voire même prendre des cours si vous restez plusieurs jours. Ah oui. Voilà, c'est des endroits d'amis, donc je connais la qualité de ce qu'ils font. Bien sûr. Et voilà. Et ce sont des Français qui ont monté les endroits dont tu parles? Alors, Alchimico, oui, non, les autres, Townhouse, c'est une amie qui est anglaise avec 2 associés américains qui ont d'ailleurs un beach house à Boca Chica, donc sur l'île de Tierra Bomba, qui est mon endroit favori quand j'ai un petit moment et que je peux aller passer la journée à la plage. Ça s'appelle Blue Apple, pomme bleue. D'accord. Blue Apple Beach House. Plutôt que d'aller dans les îles du Rosaire qui va me prendre plus de 45 minutes en bateau pour y aller, je préfère aller là-bas et je reviens dans l'après-midi et c'est très chouette. En plus, ils ont des valeurs de travail, comme je parlais tout à l'heure. Bien sûr. Avec lesquelles je coïncide complètement. Ils ont une fondation avec laquelle aussi on travaille. Donc, Blue Apple Beach House, excellent. D'accord. C'est mes top recommandations en termes de bar et loisirs. Sinon, j'aimerais te poser quelques questions donc, sur la sécurité, parce que j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont posé des questions donc, à ce sujet. Est-ce que tu penses donc, qu'il y a des endroits à éviter ou des choses à ne pas faire? Des choses à ne pas faire. On va dire comme dans n'importe quel pays, à partir du moment où tu voyages, c'est juste un peu du bon sens. On ne peut pas se balader avec son sac ouvert, des choses comme ça. Ou, on va dire dans le centre, dans les parties touristiques, il n'y a vraiment pas de souci. Il faut toujours faire attention, quoi. Si effectivement tu te balades avec ton téléphone comme ça, à prendre des photos, etc., tu peux te faire un vol à l'arraché, mais comme ça peut passer à Paris. Oui, tout à fait. Moi, en 5 ans, c'est pas que je traîne non plus toute la journée avec mon téléphone dans la rue. Effectivement, parfois je réponds à un message et je suis en train de marcher dans le centre, j'ai jamais eu de problème. Ça veut pas dire que ça peut pas t'arriver. Faut juste être prudent. Et comme on dit en espagnol, no dar papaya, ça veut dire ne pas donner la papaye, ne pas donner un peu le bâton pour se faire battre. Ça, c'est dans les zones touristiques, c'est juste un peu du bon sens, comme dans n'importe quel pays du monde. Après, effectivement, il y a des zones un peu plus populaires. Parfois, il y a des logements. J'ai déjà croisé des gens qui sont venus au resto, etc. Je me disais, tu peux m'appeler un taxi? Oui, je peux appeler un taxi, il n'y a pas de souci. Vous allez où? À Toris. Je suis assez intriguée que vous soyez dans ce quartier-là. Non, mais c'est qu'on a trouvé un Airbnb. Et Toris, c'est un quartier un petit peu chaud, quoi. D'accord. Donc, pour le logement, quand vous êtes touriste, privilégier quand même les zones un peu plus touristiques, des zones où il y a des hostals, où il y a comme Petsemani, comme le centre, comme Boca Grande, Castillo Grande, même s'il n'y a pas grand-chose à faire à Boca Grande, tu peux loger là-bas. Manga, voilà, les zones, des grands immeubles aussi. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'Airbnb par là, mais voilà, c'est des zones, on va dire, un peu plus safe. D'accord. Il y a des zones, effectivement, où le soir, c'est pas recommandé de marcher dans la rue, quoi. Non, tout à fait. Donc, si jamais il y a des touristes qui nous écoutent et qui souhaitent se rendre à Carthagène des Indes, donc privilégier les quartiers un petit peu plus touristiques. Pour se loger, ouais. Pour se loger, effectivement. Parce que sinon, pendant la journée, est-ce que on peut... Non, mais je vais corriger, non, pour se loger pour tout. Parce que, par exemple, l'exemple que je mentionnais, touristes, il n'y a rien à y faire, en fait. C'est une zone juste... D'accord, bien sûr. Il n'y a aucun intérêt à passer du temps là-bas, en fait. Si au moins il y avait quelque chose, genre un bar super local, super... Il y a peut-être, mais je connais pas et j'en ai pas entendu parler. Et si ça existait, ça se saurait. Et je pense qu'il n'y aurait pas des personnes qui me disent je me suis fait voler mon sac à main, voilà, voilà. Bien sûr. Donc voilà, non, c'est des zones où il n'y a pas d'intérêt d'y aller. C'est comme si tu t'es un étranger, un non-français, et tu décides de passer tes vacances en France, à Paris, et que tu as décidé de te loger à Sarcelles. D'accord, oui, bien sûr. C'est pas parce que c'est la Colombie, c'est juste que ça n'a aucun sens. Et Sarcelles, je ne vais pas visiter si jamais je suis en vacances à Paris. Tout à fait. Donc c'est exactement la même logique. Les gens pensent que parce que c'est la Colombie, alors voilà. Non, c'est juste les mêmes réflexions, mais partout dans le monde, quoi. D'accord. Et pour finir, est-ce que tu as un petit mot de la fin pour une personne, soit qui souhaite visiter Carthagène, soit une personne qui souhaite s'expatrier à Carthagène des Indes, quelque chose que tu aurais aimé savoir avant de venir? Pas forcément, j'ai envie de dire n'hésitez pas.
Alors après, s'expatrier, il faut avoir un projet. Bien sûr. Ça dépend pas de moi. Pour visiter en tant que touriste, vraiment n'hésitez pas. De manière générale, la Colombie, c'est un pays extrêmement intéressant. D'hiver, il y a de tout. Et Carthagène, c'est la ville où il fait beau, il fait chaud, il y a la mer, il y a les palmiers, il y a les eaux turquoises. Donc, il n'y a pas à hésiter, quoi. Bon, en tout cas, merci pour toutes ces adresses. Merci d'avoir répondu à mes interrogations et c'était honnêtement très très intéressant. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez m'encourager dans ce projet, vous pouvez également me mettre un commentaire sur la plateforme de podcast. Cela me permettra de gagner en visibilité. Je vous conseille fortement de vous abonner à ma chaîne de podcast et de rester connecté.